Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations de discussion où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau podcast où je suis en compagnie de Sarah. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Bonjour, écoute, en pleine crise d'endométriose, mais sinon ça va, ravie d'être là avec toi et de pouvoir échanger autour de ce sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de toi? Oui, alors je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans. De base, je suis toulousaine et puis j'habite depuis quelques années en Suisse, où la raison principale de mon déménagement, surtout, ça a été justement par rapport à la prise en charge médicale. Donc jusque-là, l'endométriose régit un peu les décisions que je prends au fur et à mesure, mais des fois dans le bon sens aussi. Et donc du coup, bah voilà, je suis une patiente, je suis atteinte d'endométriose, d'adénomiose, aussi de fibromyalgie. Donc j'ai un peu un petit bingo gagnant. Et je suis aussi soignante en gynécologie. Et puis j'ai un compte sur Instagram où je fais de la prévention et de la sensibilisation sur les maladies chroniques. D'accord. Et comment ça a démarré pour toi ton petit parcours aussi en endométriose? Assez jeune parce que j'ai eu mes premières règles à l'âge de 9 ans. Donc après, j'ai très vite en fait été handicapée par les règles abondantes vraiment dès mes premiers cycles. Et donc, je fais partie de cette génération de femmes qu'on avait placées sous bloqueurs hormonaux à l'époque, qu'on connaît aujourd'hui dans le monde de l'endométriose, donc le décapeptyl. Donc, avec du recul, on sait maintenant. Enfin voilà, j'ai eu un peu à deux moments de ma vie différents du coup ce traitement. Et donc du coup, ça a commencé très jeune, donc les traitements hormonaux, donc les premières règles à l'âge de 9 ans, et j'ai été diagnostiquée à l'âge de 25 ans. Donc j'ai quand même une errance médicale qui a duré dans un peu plus au-delà de la tranche qu'on connaît habituellement entre 7 et 10 ans. Voilà, moi ça a duré un peu plus et c'est allé dans la quinzaine d'années. C'est quand même un peu long. Et comment tu l'as senti ce parcours pour toi? Quelle incidence ça a eu au niveau, par exemple, scolaire? Comme tu l'as eu. Euh, Beaucoup d'handicap en fait dès le départ parce que pareil, c'est vrai que par exemple quand il fallait aller à la piscine, les activités sportives, etc. Déjà ça c'était compliqué, d'autant plus que je fais partie aussi de la team des personnes qui ont du vaginisme et donc du coup qui fait que pareil, je j'ai jamais réussi à mettre de tampons ou autre et donc ça a compliqué encore plus, surtout à cet âge-là, donc au niveau de l'adolescence. Et puis c'est vrai qu'après, je ratais des cours. Et puis ensuite, ça a aussi impacté au niveau de mes études parce que du coup, j'ai décidé de faire des études d'aide-soignante à la Croix-Rouge française. Et donc, du coup, pareil, rien que pendant ces études-là, c'est là où j'ai un peu commencé à me questionner, où j'ai rencontré une amie qui m'a parlé de l'endométriose. Et en fait, là, ça a fait un déclic dans ma tête et je comprenais enfin pourquoi, que tout avait un sens un peu dans tout ce qu'on me décrivait. Et c'est là où un peu l'errance médicale plus compliquée a commencé parce que j'ai décidé d'être plus investie, de faire plus de recherches et de vouloir avoir plus de réponses. Et donc, c'est vrai que ça a mis du temps à trouver, à consulter beaucoup de gynécologues. J'ai dû voir une vingtaine de gynécos en tout en l'espace de peut-être 5-6 ans. Quand j'ai vraiment décidé de m'y intéresser et puis vraiment de m'y mettre et de me dire là, je vais pas lâcher le morceau. Donc une vingtaine de gynécos et j'ai vécu évidemment violence gynécologique, violence obstétricale, que ça passe, que ça commence au niveau de l'attitude, au niveau de la façon de parler aussi, de la prise en considération, jusqu'à voilà des touchés vaginaux qui étaient douloureux, brutaux. Enfin voilà, donc malheureusement j'ai connu aussi cette dimension-là, comme beaucoup d'entre nous aussi. Donc voilà un peu jusqu'où l'errance est allée. Et c'est vrai que tout ça, ça a un sacré impact, que ce soit au niveau scolaire, au niveau professionnel aussi, parce que même au niveau de mon travail, voilà, je fais quand même des horaires qui sont quand même importants dans une journée, et c'est quand même un rythme à tenir
aussi à côté. Il y a l'absentéisme, il y a aussi, faut pas oublier qu'il y a aussi toute une précarité aussi qui peut s'installer parce que justement on veut pas s'absenter parce qu'on a peur de manquer le travail, et si on manque le travail, on a peur aussi que ça ait un impact. Donc c'est vrai que malheureusement ce genre de maladie chronique comme l'endométriose et comme d'autres, ça a tellement d'impacts différents sur tellement d'aspects différents de nos vies qu'il faut pouvoir gérer avec tout ça et puis équilibrer et, comme on disait, faire de son mieux en fait, tout simplement. Tout à fait. On essaye de faire au mieux pour soi sur l'instant T. Je reviens sur les gynécologues que tu as pu consulter. Tu en as eu plus de 20 si je ne me trompe pas, en 5-6 ans. Est-ce qu'aujourd'hui tu as trouvé la perle rare? Tu es bien accompagnée. C'est vrai que voilà, j'ai eu beaucoup de déceptions, mais sur mon chemin thérapeutique, j'ai quand même eu la chance de rencontrer des professionnels de santé qui ont un peu plus cadré. C'était vraiment juste avant mon départ en Suisse où j'avais trouvé quelqu'un de vraiment très compétent. Et en fait, après, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'une prise en charge différente aussi. Et en Suisse, c'est vrai que pareil, j'ai réussi à trouver quand même un super spécialiste. Avec lui, j'ai un très bon suivi. Et puis, on en parlera un peu plus tard aussi, je pense. Mais ce qui est important, c'est toute la partie pluridisciplinaire aussi, qui va être mise en place avec un centre de la douleur, des physiothérapeutes, des kinés spécialisés. Et donc, c'est vrai que ça, dès qu'on trouve le bon pilier, c'est beaucoup plus facile après de mettre plein de choses en fait à côté pour justement que ça serve de béquille en fait et d'aide dès qu'on en a besoin pour pouvoir s'en servir. D'accord. Et quand tu étais plus jeune, est-ce que tu t'es sentie soutenue par exemple, tes parents, ton entourage? Je viens quand même d'une génération où c'était un peu compliqué et tabou de parler de tout ça. Pourtant, j'ai que la trentaine, mais c'est vrai que moi, je me rappelle que quand même à mon époque, moi, j'avais juste, par exemple, le Dico défi qu'on avait, je pense, tout à un moment donné où ça parlait des règles, puberté, etc. Mais c'était quand même un sujet qui était compliqué à aborder. Il y avait quand même une certaine pudeur par rapport à tout ça. Mais je me rappelle très bien la première fois que j'ai eu mes règles. C'était la panique. Hein. J'ai cru que j'ai cru que j'allais mourir et que personne ne m'avait prévenu. Mais c'est vrai que au départ c'était compliqué et puis en fait plus ça a commencé à avoir plus de place aussi, voilà, au niveau médiatique, etc. Et plus mon entourage a compris aussi ce que ça voulait dire. En fait, c'est vrai que quand on vit une errance thérapeutique, l'entourage vit aussi la même errance au fur et à mesure. Et c'est toute une évolution en fait, c'est tout un chemin à faire et des fois c'est compliqué aussi pour l'entourage, tout comme nous, donc c'est un équilibre à trouver, mais j'ai eu la chance au fur et à mesure. Pour nous, mais pour eux aussi. Et... Oui, je trouve que des fois on oublie aussi le côté où pour nous il y a beaucoup de frustration, c'est très compliqué, on ressent beaucoup de choses, autant émotionnellement que physiquement, les changements de notre corps, les hormones, enfin, on passe par tellement de choses au niveau de la maladie que déjà pour nous, des fois, on a du mal à suivre le rythme. Donc, d'autant plus quand les personnes, elles n'ont pas ces sensations, ces douleurs, qu'elles vivent pas avec. Et ça demande aussi un certain travail de pouvoir aussi en parler, de pouvoir être capable de demander de l'aide aussi quand on a besoin. Et ça, je trouve que c'est un équilibre quand même qui est compliqué à trouver, où on veut accepter l'aide des autres et puis en même temps vouloir se débrouiller toute seule. Enfin voilà, je trouve que c'est quand même souvent ambivalent à ce niveau-là, en tout cas pour moi, personnellement, dans ma vie. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai la chance d'avoir quand même trouvé un bon équilibre à ce niveau-là et je me sens totalement soutenue dans mon entourage. C'est important quand même d'être soutenu par son entourage. Ça aide, je pense, à l'acceptation aussi de la maladie et à pouvoir avancer. D'ailleurs, comment as-tu été diagnostiquée? Alors, j'ai été diagnostiquée, en fait, au bout de ces vingtaines de gynécos que j'ai vus et où personne ne me croyait. Un jour, j'ai débarqué chez un gynéco, mais qui était aussi, du coup, chirurgien. Et du coup, je lui ai clairement dit que je ne quitterais pas son bureau tant qu'il ne m'opérait pas. D'accord. Je dis, voilà, j'ai suivi tout le monde, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai fait tous les IRM, et puis on avance dans le schéma thérapeutique, donc j'avais aussi des arguments où je lui disais, d'accord, je comprends qu'à l'IRM on voit rien, mais attention, on sait aussi que l'IRM a des coupures de 5 mm, donc si j'ai des adhérences qui sont beaucoup plus petites, on ne les voit pas, mais je sais aussi maintenant qu'avec du recul, c'est pas parce qu'une endométriose est petite qu'elle n'est pas plus douloureuse qu'une endométriose qui va être plus étendue ou plus profonde. Et c'est vrai que j'avais quand même des arguments du coup pour plaider ma cause. Et ça a beaucoup aidé.
Tu t'étais bien préparée? J'ai fait mon speech, j'avais vraiment mon discours qui était préparé. Et puis là, je me suis dit, c'est le moment, je suis décidée, je me laisserai plus intimider. Enfin là, je pense que j'ai eu un élan aussi de confiance en moi parce que j'ai senti que c'était un peu mon dernier espoir. Du coup, j'ai tout donné et puis ça a fonctionné. Il a été OK du coup de m'opérer. Euh, Attention, hein, à l'époque, on opérait aussi beaucoup plus facilement que ce qu'on fait maintenant. Maintenant, c'est beaucoup moins recommandé pour un diagnostic. Mais il y a quelques années, du coup, j'ai été opérée en 2016. D'accord. Pour la première fois. Et puis ensuite, j'ai été opérée 2 autres fois en 2019 et puis en 2022. D'accord, donc tu as eu au moins 3 opérations si je ne me trompe pas. Oui, 2 pour l'endométriose et une pour l'adénomiose parce que j'avais vraiment, en fait, j'étais vraiment bloquée au niveau utérin et je saignais en continu depuis plus d'1 an. Et du coup, ben, il fallait essayer de remédier à ça, quoi. Mais en gros, voilà, j'ai eu 3 célioscopies, donc laparoscopie. Et puis voilà, ben, ça fait partie du parcours aussi de l'endométriose, quoi. Et c'est en faisant ces opérations qu'ils ont vu que tu avais de l'endométriose, mais aussi de l'adénomiose? Alors, la première opération en 2016, on a uniquement vu de l'endométriose. Je dis uniquement maintenant, des années après, parce que sur le coup, quand je me suis réveillée et qu'il m'a dit non, non, il y a bien de l'endométriose, alors d'accord, les lésions, elles sont petites, mais il y en a bien. Donc, on connaît tout un peu ce sentiment où on se dit, OK, c'est pas dans ma tête, je suis pas folle. Il y a un diagnostic qui est posé, donc c'est le premier soulagement en allant en crescendo. 2019, c'était là où on m'a diagnostiqué mon adénomiose. Il y avait déjà une suspicion au niveau IRM et au niveau des échographies en fait pelviennes. Et donc du coup, en fait, comme voilà, je t'ai dit juste avant, comme je saignais en fait pendant longtemps et que j'étais en échec thérapeutique, dans tous les cas sur tous les hormones que j'ai testées sur toutes ces années. Donc du coup, ma gynéco justement à l'époque à Toulouse que j'avais trouvé m'a dit on va opérer, on va aller voir parce que c'est pas normal quand même de saigner autant et puis c'est quand même des quantités. Enfin, j'avais vraiment des règles en continu quoi en fait. Hein. Et puis en fait effectivement j'avais des caillots de sang qui n'arrivaient pas à s'évacuer, qui étaient beaucoup trop volumineux pour pouvoir s'évacuer tout seul. Donc du coup j'ai dû avoir une opération. Donc ça on l'a vu au moment de la deuxième laparose qui a diagnostiqué ce qui a confirmé le diagnostic d'adénomiose. Et ensuite, la troisième opération en 2022, où c'était vraiment l'endométriose qui avait pris beaucoup de place entre l'utérus et la vessie. Principalement, chez moi, c'est là où ça se représente systématiquement. Mes premières lésions se remettent tout le temps à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai aussi... pardon, j'ai bugué. J'ai aussi des atteintes au niveau des nerfs, donc au niveau du nerf pudendal, donc aussi au niveau du nerf honteux, et au niveau du nerf sciatique, et aussi au niveau du nerf vague. Donc, ce qui fait que c'est souvent compliqué pour moi de réguler mon système sympathique, parasympathique. Donc, en fait, tout ça, ça fait un sacré cocktail de symptômes Tout à fait. à gérer. C'est un mélange un peu de tout. Déjà, tout seul, chacun, c'est déjà pas mal, mais quand on mélange tout, ben voilà, faut être tout le temps en adaptation constante en fait, et puis gérer avec tout ce mélange de symptômes, quoi. Et vivre un peu au jour le jour, en fonction de comment on se sent. Complètement. Et puis, il y a des jours, par exemple, au niveau de la fibromyalgie, je vais être énormément soulagée, mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours, de toute façon, cette zone pelvienne très douloureuse, peu importe les traitements qu'on va pouvoir me proposer au centre de la douleur ou quoi que ce soit qui vont permettre d'atténuer. Mais c'est vrai que ça reste quand même une zone et un terrain très glissant chez moi, quoi, tu vois, et très fragile. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces méthodes que tu as peut-être mis en place pour justement soulager peut-être ton quotidien, pour t'aider en fait à soulager tous ces symptômes? Alors, c'est vrai qu'il y a plein de petites astuces que j'ai réussi à mettre en place au quotidien. Et ça, c'est vraiment après des années de travail, comme on disait tout à l'heure, avec beaucoup de collaborateurs, en fait, professionnels de santé différents. C'est vrai qu'en premier lieu, je mettrai tout ce qui va être le chaud que j'utilise tout le temps en continu déjà pour me soulager moi-même de manière autonome. Donc, j'ai vraiment tout le temps une bouillotte sur moi, H24, à part quand je suis au travail, à part si je suis en crise. Je dirais que ce qui m'aide beaucoup, c'est la physiothérapie 2 fois par semaine. Donc en Suisse, on appelle ça la physiothérapie. En France, c'est la kiné, en fait,
pelvienne qu'on peut proposer. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance en plus d'avoir vraiment une prise en charge où j'ai 2 séances par semaine de 45 minutes. Et en fait, ça, j'ai aussi le droit à cette prise en charge par rapport justement à mes plusieurs pathologies, à mes plusieurs maladies chroniques. Et ça m'aide beaucoup parce que ça nous permet autant sur une semaine de pouvoir travailler sur toute la partie gynéco, tout le plancher pelvien, toute la partie aussi vaginisme, etc. Comme aussi faire une autre séance qui va être plus active ou faire une autre séance qui va être plus ciblée sur les douleurs de fibromyalgie. Donc c'est vrai que ça permet quand même de trouver quand même une prise en charge assez complète. Après, je dirais que je suis passée aussi par tout ce qui était le TENS, l'électrostimulation, que ce soit justement pour essayer en fait de recalibrer un peu en fait tout ce système nerveux qui au fur et à mesure va crescendo au niveau de la douleur, et c'est comme ça en fait qu'on développe souvent une fibromyalgie. C'est parce que c'est le syndrome du système douloureux généralisé, et puis à force de recevoir que des messages de la douleur, le corps ne sait interpréter que ça, et donc du coup tu ressens plus autre chose que de la douleur comme message en fait. Et puis encore une fois, après il y a tout le processus aussi d'arriver à faire la différence entre chacune des douleurs. Enfin, ça c'est tout un travail aussi. Le centre de la douleur, où ils peuvent vraiment proposer plusieurs, comme des infiltrations, comme des perfusions par exemple, que ce soit des anesthésies locales ou qui soient plus générales aussi et qui durent un peu plus dans le temps. C'est vrai que ça, c'est principalement les solutions que j'ai réussi à trouver, avec l'ostéopathie aussi ces derniers temps, qui m'aide beaucoup. Je dirais que c'est à peu près cet équilibre que j'ai réussi à trouver et à construire au final autour de moi. D'accord. Et est-ce que tu avais essayé peut-être des méthodes un peu plus douces, naturelles, l'alimentation? Alors, l'alimentation, ça a été compliqué pour moi pendant longtemps parce que je le voyais vraiment comme une restriction et comme... ouais. Donc, du coup, tu avais déjà peut-être assez de choses à gérer et accepter que voilà, tu voulais pas t'en rajouter encore. C'est ça. Parce qu'en fait, je savais que si j'allais m'y mettre et que même si je m'y mettais pendant une semaine à fond, je savais que la frustration allait me rattraper et que j'étais pas encore prête en fait à passer ce cap-là. Et c'est vrai que moi, il y a aussi que comme symptôme, j'ai beaucoup de vomissements et de nausées. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ça rapporte un rapport en fait à l'alimentation qui est compliqué parce que quand tu arrives à manger, tu as envie de manger un truc qui te fait plaisir. Et évidemment, souvent, les trucs qui te font plaisir, c'est les trucs bien gras, bien sucrés. Ah oui. Tu vois, moi, typiquement, par exemple, je suis à la frontière suisse, mais je suis du côté suisse. Je peux te dire que quand je vais faire les courses en France, et pourtant je le sais que je vais souffrir, je le sais que je vais regretter. Mais comment est-ce que tu veux qu'en pleine conscience, je résiste à aller m'acheter un sandwich avec une bonne baguette, aller me prendre des pâtisseries? Tu vois, c'est encore assez bancal pour moi à ce niveau-là parce que d'un côté, j'ai pas envie de me frustrer, d'un autre, j'ai envie de me faire plaisir, mais petit à petit, je commence à apprendre et à voir que justement, ces envies-là, au fur et à mesure, je souffre beaucoup après, donc je commence à comprendre l'impact que ça a sur mes douleurs, et donc petit à petit, je suis en train d'être sur ce chemin-là, justement, où j'ai commencé l'ostéo qui me fait justement beaucoup de recommandations aussi, où là, j'ai arrêté le lactose, par exemple, depuis bientôt 2 mois. C'est très compliqué, très, très compliqué pour moi qui bois 10 000 cafés latte par jour, ou tu vois, qui aime beaucoup le fromage, les produits laitiers, etc. Donc, tu vois, j'essaie par palier, en fait. Tu vois, je vais réduire au fur et à mesure. Pas tout d'un coup, c'est par palier, tout doucement, en fonction de ton ressenti. Ça sert à rien que ce soit trop violent parce que ça va peut-être te faire rechuter. Et du coup, le but, c'est que ça tienne dans le temps. Mais voilà, tu as bien, en tout cas, conscientisé que quand tu te lâchais un peu trop sur les pâtisseries, voilà, tu trinquais après, en fait. Les symptômes, c'était plus. Ça, le premier palier de ça, où j'avais un peu fermé les yeux au départ, c'était il y a encore quelques années, dès que je buvais une goutte de vin. Pourtant, ça me faisait plaisir de boire un verre de vin de temps en temps. Je te promets que la première gorgée, elle passait à peine. 5 minutes après, j'avais déjà des douleurs qui arrivaient. Tu sais, j'avais des douleurs vraiment un peu comme ces sensations juste après quand tu t'es fait justement opérer d'une cystoscopie, où tu as vraiment cette sensation de gaz qui remonte au niveau vraiment des trapèzes cervicales, etc. Tu vois, ça a été le premier signal. Et en fait, petit à petit, au niveau de l'alimentation, c'est en train de me faire pareil. Donc, j'apprends en fait à connaître mes limites aussi
Et dès que maintenant j'ai un premier signe, je me dis, mais tu vois, de base, ça me faisait plaisir, mais au final, je vais me faire du mal. C'est ça. Tu vois. Et donc, je pense que petit à petit, j'arrive à rééduquer mon cerveau aussi à ce niveau-là et puis à dire, en fait, c'est juste un apprentissage et c'est une continuité. Il y a plein de choses que j'ai déjà réussi à assimiler et à travailler dessus. Autrement, adapter sa vie autrement, voilà, et comme une hygiène de vie, en fait, qu'on met en place tout doucement, au fur et à mesure. Complètement. Mais voilà, ça demande de la patience, ça demande d'être tolérant aussi avec soi-même. De jours, des fois c'est sur du long terme, c'est sur plusieurs mois, plusieurs années, et chaque personne est différente, donc le rythme sera différent pour chaque personne aussi. Complètement. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas trop conscience, par exemple, avant de me mettre sur les réseaux il y a quelques années, parce qu'à l'époque, les informations que je voyais tourner sur Instagram ou autre, je me disais, mais en fait, il y a plusieurs teams. Il y a soit les teams des filles qui sont super dans la nutrition, dans l'alimentation anti-inflammatoire, etc. Il y en a qui vont beaucoup plus être dans le fait, écoute, faut s'écouter, faut faire. Mais je trouvais qu'en fait, je trouvais pas beaucoup justement cette évolution et les phases en fait par lesquelles on peut passer. Et pour moi, en fait, si on revenait à une phase avant, c'était un échec, alors que maintenant, j'ai compris qu'en fait, c'était une continuité et que va y avoir des périodes où on va pouvoir mettre plein de choses en place, où on va être super volontaire, beaucoup plus que d'habitude, on va avoir l'énergie pour et l'envie et la motivation. Et il y a d'autres mois où il y a beaucoup plus de rendez-vous médicaux compliqués, ou des mauvaises nouvelles, ou des crises beaucoup plus rapprochées. Et où, au final, c'est pas un relâchement, c'est pas un échec de justement se relâcher un peu et puis de se dire bon là j'ai pas la tête à tout ça. Je pense que on a toutes ça fait partie de la confiance envers soi. Des périodes qui sont pas du tout favorables, propices, et je pense que ça joue énormément au niveau du mental, et on a le droit de temps en temps aussi de se faire plaisir, c'est important. Même si on sait que par derrière, oui, on va le plier, effectivement, je vais avoir des douleurs, je vais avoir mal au ventre, je serai peut-être pliée en deux, mais j'ai besoin à ce moment-là de me faire plaisir. La journée a été compliquée, j'ai eu des j'ai envie de manger une pâtisserie, je la mange. Parce que j'en ai complètement à ce moment-là. Et complètement. Il faut arrêter de culpabiliser, dire qu'il faut être carré. Je pense que chaque personne est différente et chaque personne va vivre comme elle le ressent et c'est OK en fait. Et je pense que c'est ça aussi que la maladie, elle nous apprend. C'est que moi, je vois, si je fais une comparaison avec il y a quelques années, rien qu'au niveau physique, typiquement, j'arrivais chez ma physio, je lui disais, écoute, là, franchement, j'ai mal de partout, je pourrais même pas te dire où est-ce que j'ai mal. Maintenant, j'arrive en physio, je vais pouvoir lui dire, alors là, tu vois, je sens que c'est beaucoup plus au niveau de la sacro-iliaque. Là, par exemple, je sens que je suis beaucoup plus congestionnée au niveau pelvien. Là, je sens que mon diaphragme... Tu te reconnectes à ton corps et tu apprends à savoir, qu'est-ce qui te fait mal et qu'est-ce qui ne te fait pas mal. En parlant de la physiothérapie, pour celles qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux en parler un petit peu sur quoi on travaille? Oui. Alors, la physiothérapie, on peut... alors, dans le cadre, par exemple... d'une séance de physiothérapie, d'un suivi de physiothérapie dans le cadre d'une endométriose, typiquement, ça va dépendre déjà de beaucoup de choses. Est-ce que la patiente, elle a été opérée, elle n'a pas été opérée? Parce que déjà, rien qu'en saccadant ces deux choix possibles, on va travailler sur des choses différentes. Une personne qui va être opérée, on va travailler peut-être sur la remobilisation par rapport au tissu cicatriciel qui a pu se former au niveau justement de beaucoup travailler au niveau des cicatrices, de la mobilité des organes, de voir au niveau de la congestion aussi, de tout mettre de créer vraiment un tableau en fait pour mettre en évidence tous les systèmes en fait possibles et où est-ce qu'on en est dans ces besoins en fait là, est-ce que les besoins ils sont comblés ou pas. Mais on va pouvoir travailler par exemple le plancher pelvien. Il y a tout ce qui est le bilan neurodynamique où on va vraiment pouvoir travailler sur les contractions du plancher pelvien, le tonus, on peut aussi faire tout ce qui est la respiration, donc les hypopressifs, qui vont aider beaucoup justement à la gaine, autant abdominale que pelvienne, autant devant que derrière au niveau du bas du dos, parce que souvent, avec ce genre de douleurs, on a souvent des douleurs qui sont localisées en bas du dos, parce que c'est aussi tous les ligaments qui tirent, cette lourdeur utérine, etc. C'est vrai que par exemple, pour une personne qui n'a pas été encore opérée, on va justement lui apprendre à se mobiliser avec les douleurs. On va lui apprendre justement plus d'astuces un peu au quotidien pour pallier à tout ça. Et souvent, c'est quelque chose qu'on a du mal à entendre, mais l'activité physique, c'est quelque chose qu'on va nous rabâcher tout le temps et ça a toute son importance, même si ça nous embête de l'entendre et de se dire en fait, non mais attends, j'ai déjà des douleurs et puis en plus, ils veulent que je fasse du sport.
Mais encore une fois, autant si on vient de se faire opérer ou si on ne s'est jamais fait opérer, la mobilisation, c'est vraiment très, très important. Et pareil, on parle de sport, c'est assez général, mais tout dépend en fait de ce qui va convenir aux personnes. Il y a beaucoup de choses en sport et pour certaines, ça va être plus de la danse, d'autres, ça va être plus du yoga, yoga doux, yoga dynamique. Juste la marche, c'est bien aussi en fait. Pour moi, le mouvement, c'est la vie. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le mouvement et j'ai donné beaucoup de cours individuels, cours collectifs aux seniors, aux enfants et aux adultes. Et je pense que il faut vraiment que ce soit adapté à la personne en fonction de ce qui lui plaît aussi pour garder la motivation et ce qu'elle aime et en fonction de ce qui est adapté à ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Complètement. Et c'est aussi pour ça que moi, je vis beaucoup au jour le jour avec le théorème des cuillères. Je pense que tu connais. Tout à fait, le passing. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel je bosse quotidiennement. Tous les matins, je fais mon petit point sur mes cuillères, où est-ce que j'en suis. Et en fait, je m'organise en fonction de ça. Moi, typiquement, l'activité physique que je fais, c'est de promener mon chien. J'ai un chien de 7 ans. C'est un gros chien qui demande quand même de se dépenser, etc. Une fois par jour, je fais au moins 1h30 en fait de marche. Et ça, par exemple, c'est mon activité physique à moi, même si j'ai conscience évidemment qu'il y a aussi besoin d'avoir du renforcement musculaire derrière, justement pour avoir justement cette gaine, que ce soit au niveau pelvien, au niveau abdominal, au niveau dorsal aussi, etc., pour avoir ce maintien, parce qu'avec les douleurs, on a tendance à beaucoup s'affaisser aussi et puis à beaucoup se creuser pour compenser justement des douleurs au niveau positionnel en pensant que ça va nous soulager alors que au final, pas tant que ça et on se crée d'autres douleurs aussi par la suite. Mais je dirais que voilà, ça, c'est une notion quand même qui est assez importante. Gérer son énergie, les personnes à qui je discute qui ont de l'endométriose ont la fatigue chronique. Et je pense qu'il faut apprendre à gérer l'énergie avec la théorie des cuillères et aussi la méthode que je disais tout à l'heure, le passing. C'est de fractionner ses moments de repos dans la journée en fonction de soi. Ça peut être 10 minutes, 15, 20, peut-être plus. Et pas forcément en fait dormir, mais de s'allonger, de prendre ce moment de repos pour que peut-être la batterie se recharge un petit peu. Histoire de se rebrancher un tout petit peu pendant quelques minutes et puis mais encore une fois, ça c'est plein de techniques qu'on arrive vraiment à mettre au fur et à mesure et il y a des jours où ça va marcher super bien et il y a d'autres jours où pas du tout et puis voilà, où je vais me lever le matin et je vais être déjà épuisée parce qu'au final pendant la nuit j'ai eu des douleurs et donc en fait c'est un cercle vicieux parce que les douleurs vont réveiller, vont sortir de mon sommeil, donc du coup après le temps de calmer les douleurs, de repartir dans mon sommeil et d'autant plus en étant soignante et en ayant des horaires en fait si tu veux de 13 heures dans la journée. Moi, si tu veux, si je commence déjà avec 0 cuillère le matin ou en négatif depuis la veille, alors là, je sais que ça va être compliqué. Je sais que chaque pas que je vais faire dans la journée, chaque étape, ça va être une épreuve pour moi. Mais il y a d'autres jours où, bizarrement, tout ce que j'ai mis en place, ça marche super bien. Il y a des jours où il y a des choses qui marchent bien et d'autres jours où ça, c'est pas forcément efficace parce que c'est pas forcément ce qui est le plus compatible sur la journée même ou sur le moment même. Mais je pense que c'est important de retenir ces leçons qui sont quand même importantes, qu'on fait de notre mieux et qu'au fur et à mesure, on se crée nous-mêmes justement ce schéma thérapeutique et on ne voit plus forcément les professionnels de santé autour de nous comme un besoin, mais comme des béquilles dont on va pouvoir se servir, s'aider et s'appuyer quand on en aura besoin et on pourra piocher justement dans toutes ces petites astuces en fait qu'on aura mis en place autour de nous. Tout à fait. Moi, je le vois avant, si j'avais une séance de physio qui était annulée, mais c'était la panique. Hein. J'allais me mettre à pleurer, crise d'angoisse, et me dire, oh là là, mais j'ai déjà tellement de douleur. Si en plus j'ai une séance qui est fatiguée, oh maintenant on m'appelle, on me dit ta physio, elle est malade. Ok, j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Là aussi, votre physio, elle peut faire plein d'exercices aussi qui peuvent être compatibles justement avec votre état de santé, à vous, avec votre diagnostic, qui va être vraiment le plus adapté possible. Et en fait, c'est ça qui est rassurant aussi de se retrouver chez soi et puis de se dire, ok, en fait, il y a plein de choses que je peux faire pour me soulager. Il faut juste que je remette tout ça en ordre, que je le réadapte. Est-ce que je peux l'utiliser maintenant? Est-ce que c'est intéressant de l'utiliser maintenant ou pas? Si c'est pas le cas, je le garde pour une prochaine fois, je le remets dans ma petite poche. Et si c'est le cas, on peut avoir les balles de yoga, on peut avoir des balles de massage aussi. Ces derniers jours, je teste beaucoup les extenseurs un peu, pour étendre un peu la nuque comme ça. Avec les points d'acupression.
posséder. Après, moi, je suis concernée, mais je te pose la question, est-ce que tu as déjà essayé le yoga pour soulager tes douleurs, t'aider? Oui, alors ça, en plus, moi, j'ai plusieurs physios et il y en a une d'entre elles, en plus, qui est prof de yoga. Donc, c'est quelque chose qu'on met en place quotidiennement. Tu mets déjà des choses en place. Oui, oui. J'ai voilà tous mes petits étirements que je fais tous les soirs pour me soulager. Et ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai réussi à ancrer vraiment dans une Oui, routine. dans une routine, en fait. Oui. C'est ce que je dis aussi à des élèves que j'accompagne. C'est, voilà, elles ont une séance avec moi par semaine, mais je leur donne aussi des astuces, des outils à adapter, à faire chez elles, que ce soit le matin, le soir, dans leur lit, en pyjama, avec une bouillotte. C'est des petites postures que je vais leur donner ou des exercices de respiration à faire à tout moment quand elles en ont besoin, afin de l'intégrer dans une routine. Et de se dire que ça vienne systématiquement et de se dire, ah ben là, tu vois, j'ai mal. Attends, je vais me poser 2 secondes, je vais faire mes étirements, ça va me soulager. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui peut m'arriver, par exemple, quand je suis au travail en pause, si je vois que j'ai des douleurs, bon, ça m'arrive des fois, je me mets dans les toilettes au sol et puis je suis là en train de faire mes petits étirements. Donc, ou bien, comme en fait, comme je travaille à l'endroit où j'ai ma physio aussi, ça peut m'arriver pendant ma pause d'écrire à ma physio et de lui dire, je peux venir 2 secondes pour prendre la balle de yoga ou parce que justement, le fait d'avoir intégré ça, moi, c'est vrai que par exemple, pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre plein de choses comme ça en place aussi, c'était que je voulais aussi beaucoup sortir des médicaments. Oui. Moi, j'ai eu pendant des années des médicaments palier 3, donc dérivés morphiniques, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai voulu me sevrer, dont j'ai réussi à me sevrer sans souci, etc. Mais c'est vrai que maintenant, je ne veux plus du tout avoir ce réflexe-là de me dire je vais prendre un médicament pour me soulager. J'ai envie d'avoir des techniques que je peux mettre en place pour déjà essayer de me soulager au mieux. Première étape, des techniques un peu plus naturelles, et si vraiment ça passe pas ou ça ne va pas du tout, voilà, au dernier recours, utiliser un médicament. Voilà, en si besoin. Mais à choisir, j'aimerais ne pas en avoir besoin. Et justement, elle marche là aussi. Donc voilà un peu tout mon parcours. Désolée, il y a beaucoup d'informations. Il y a plein de choses. Alors, est-ce que tu veux aussi parler un petit peu de ton parcours de fibromyalgie? Oui, alors moi j'ai été diagnostiquée de la fibromyalgie il y a vraiment quelques années, il y a à peine 3 ans. Et en fait, ça a été 3 ans. Bon, c'était quand même un peu long, mais en soi, il y a des gens qui ont des diagnostics beaucoup plus longs, donc je me dis c'est déjà ça. Mais moi, en fait, on m'a clairement... C'était compliqué parce que j'étais suivie par un rhumatologue. Enfin, on m'a envoyé du coup être suivie par un rhumatologue pour justement évaluer ce diagnostic-là ou pas. Et en fait, on est passé par plein de choses différentes. On pensait au départ, tu sais que c'était le syndrome d'Ehlers-Danlos, non? Tu sais, ces soucis de collagène, oui, d'articulation. Ça me dit quelque chose. Voilà. Je vois. Parce que ça ressemble beaucoup, en fait. En fait, il y a plusieurs, encore une fois, des fois, il y a beaucoup de symptômes qui vont être les mêmes pour plusieurs maladies différentes. Et donc, c'est compliqué de faire un diagnostic sans faire un diagnostic par élimination. Et donc, ça, malheureusement, ça prend du temps. Et donc, j'ai passé quand même beaucoup d'examens. On m'a fait faire pas mal d'IRM de différentes zones. On m'a fait passer aussi une scintigraphie osseuse. D'accord. Pour voir justement si j'avais rien quand même au niveau osseux, parce que j'avais aussi dans ma famille des antécédents de cancer en fait au niveau osseux, donc il y avait aussi des vérifications à faire à ce niveau-là. Et puis en fait, dans le cadre de la fibromyalgie, pour le diagnostic, il y a 12 points principaux de fibromyalgie. Et donc en fait, à partir du moment où c'est selon les centres de la douleur, mais souvent ils disent que c'est à partir de 7 ou 8 points sur 12. Dès qu'on remplit ces 7 ou 8 critères en fait sur les 12, on est diagnostiqué en fait de la fibromyalgie, donc c'est des points dans le corps qui sont quand même bien précis. Et effectivement, moi, je remplissais tous les critères. Donc, bien sûr, il y a eu des prises de sang qui ont été faites, pareil pour voir au niveau sanguin s'il n'y avait pas des carences au niveau de quoi que ce soit. Mais en fait, j'ai été diagnostiquée de la fibromyalgie qui a été induite par des années de douleurs d'endométriose. D'accord, ok. Donc, pourquoi ça serait l'endométriose qui aurait éventuellement déclenché la fibromyalgie? Parce que justement, des années, donc il faut quand même, si on fait un calcul, là j'ai 32 ans, j'ai été diagnostiquée de la fibromyalgie, je devais avoir 29, de l'endométriose j'avais 25. Et c'est vrai qu'en fait,
depuis mes 9 ans jusqu'à mes 25 ans, j'ai accumulé, enfin même encore du coup jusqu'à maintenant, mais des douleurs chroniques donc, qui ont commencé à s'installer petit à petit. Au départ, c'était que pendant mes règles. Après, petit à petit, c'était aussi pendant l'ovulation. Et après, du coup, j'avais aussi le SPM. Et puis après, j'avais aussi pendant la période. Et en fait, j'avais tout le temps et c'était très rare. Là, au fur et à mesure, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus de cycle parce que je suis sous traitement hormonaux. Mais typiquement, si je prenais pas de traitement hormonaux, j'aurais peut-être 2 jours de tranquillité dans le mois parce qu'il y a tout le temps quelque chose. J'ai des douleurs en fait tout le temps, tu vois, que ce soit, oui, que ce soit à l'ovulation, tu vois, que ce soit au moment, tu vois, de l'expulsion du corps jaune, que ce soit au moment, enfin vraiment à toutes mes phases de cycle, je souffre en fait. Donc du coup, j'ai accumulé aussi petit à petit un seuil de douleur qui est devenu vraiment maximal en fait, tout simplement. Et comme on disait tout à l'heure, la fibromyalgie, c'est le syndrome du système douloureux généralisé. Donc en fait, au plus ton cerveau va recevoir des messages de douleur, au plus il assimile de plus en plus que ça, d'autant plus quand tu développes une résistance, par exemple, aux anti-inflammatoires, aux antidouleurs, aux hormones aussi beaucoup. Et moi, typiquement, j'ai développé une allergie aux anti-inflammatoires, aux INS. Donc, je te laisse imaginer la galère quand tu as plusieurs maladies chroniques inflammatoires et d'être allergique aux anti-inflammatoires, c'est quand même quelque chose. Donc, tu vois, tout ça, ça a emmené au final que mon cerveau ne connaît plus que les messages de la douleur et du coup, il ne sait plus renvoyer que ça. Ça fait vraiment un effet boomerang, en fait, miroir. Et ce qui fait qu'au niveau des terminaisons, en fait, nerveuses, les seules informations que je reçois, c'est la douleur. C'est ça que je ressens dans 95% des cas. Ok. Et c'est des douleurs articulaires, musculaires, les deux? Douleurs articulaires, musculaires, ligamentaires. Au niveau pelvien, ça va plutôt être tout ce qui va être lourdeur utérine, sensation de barbelé, vraiment, tu sais, qui te transperce la peau. Le fait d'avoir le bassin très étroit, de ne pas avoir beaucoup de mobilité. Cette sensation de poids, comme si, tu sais, moi, je compare ça, je ne sais pas quand tu étais petite, si tu es déjà tombée dans les escaliers, sur le dos. Donc, tu nous disais. Du coup, je te disais que, tu vois, par exemple, au niveau du dos, ça va plutôt être ces sensations comme quand tu tombes dans les escaliers vraiment sur les fesses et que tu te colles le dos plusieurs marches, vraiment, où tu as l'impression qu'en fait, ton diaphragme, il ne peut plus du tout, tu n'arrives plus à prendre de grandes inspirations, tu n'arrives plus à l'ouvrir complètement. C'est vraiment plusieurs sensations, oui, comme si tu avais beaucoup de poids sur toi, que tu n'arrivais pas vraiment… Difficulté à respirer, à couvrir. Ouais. Tout à fait. Et après, tout ce qui va être les douleurs aussi articulaires, donc au niveau beaucoup des jonctions, poignets, chevilles, et ça va beaucoup dépendre aussi du temps. Et donc, j'en profite pour faire justement le lien quand je disais au tout départ pourquoi j'ai déménagé en fait en Suisse. C'est parce que typiquement à Toulouse, dans le sud, c'est la canicule et je ne supportais plus du tout la chaleur par rapport à mes douleurs. D'accord. Étant donné que j'ai une atteinte aux nerfs vagues et du coup qu'avec la chaleur en fait ça dilate les vaisseaux. Au niveau de la vasodilatation, mais c'était catastrophique parce que ça a impacté énormément le nombre de malaises que je faisais. Et du coup, j'étais souvent, vagalement parlant, j'étais très, très bancale, tu vois. Et c'est vrai que typiquement, je me suis dit, j'ai besoin d'aller vivre dans un endroit où il y a toutes les saisons, où vraiment il y a les différentes températures aussi, les différentes variations, etc. Je ressentais que mon corps en avait vraiment besoin. C'est peut-être très bizarre à dire comme ça. Mais du coup, effectivement, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et je sens un gros impact, par exemple, quand il fait humide, je sens que j'ai beaucoup plus de douleur avec l'humidité que, par exemple, au printemps ou bien quand le temps il va être un peu plus sec. Tu vois, moi, en plus, j'habite vraiment en montagne. Donc, du coup, j'ai cet air montagneux, mais aussi, il peut y avoir le brouillard et je le ressens directement sur mes douleurs de fibromyalgie. Je sens que les articulations, elles ont un peu plus de mal, que j'ai plus de mal au niveau des doigts, tu sais, au niveau du mécanisme, tu vois, de pince, d'accrochage. Tous les symptômes en fibromyalgie, ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai été diagnostiquée il y a quelques mois de M, donc d'encéphalomyalgie myalgique qui a été déclenchée par le Covid. Et en fait, au début, on pensait que j'avais la fibromyalgie parce que c'est tout ce que tu me dis, c'est exactement ce que je vivais d'un coup au quotidien et ça s'empirait.
Et puis en fait, plus je forçais, plus je faisais du sport qui ne me convenait plus je forçais parce que je me suis dit mince, il faut se booster quand même, c'est quoi ça? J'ai toujours été dans la dynamique, à pas m'écouter, à en faire beaucoup pour les autres. Et ben du coup en fait, depuis que j'ai pris conscience qu'on a posé un diagnostic et que je me suis sentie écoutée, que c'était pas dans ma tête, et ben j'ai beaucoup moins de douleur depuis que j'apprends à vivre au jour le jour et à accepter en fait que mon corps fonctionne comme ça. Et puis, tu apprends aussi à écouter ton intuition et à te dire, ah là, mais j'avais raison. Je savais qu'il y avait quelque chose Alors qui là, allait pas. je te dis qu'effectivement, on doit écouter un peu plus souvent cette petite voix intérieure. Parce que on se connaît au final, il faudrait qu'on se fasse un peu plus confiance au quotidien et qu'on se sente moins effectivement déstabilisé par les personnes, que ça peut être de notre entourage, qui nous disent oh c'est bon, force-toi un petit peu, tu te fais des idées. Mais en fait non, on se connaît. Moi je travaille avec mon corps depuis plus de 15 ans, je travaille dans le mouvement, je me disais non, il y a quelque chose qui cloche. Et moi ça a mis quand même 4-5 ans quand même, hein, donc voilà. Ah, quand même. Ouais. Non. J'ai eu le Covid en 2020 et j'ai été diagnostiquée officiellement, c'était avril 2024. Donc, Ah oui, non, mais c'est vraiment, oui, non, c'est super récent. donc, Mais on disait, tu as le Covid? Non, c'est normal, c'est normal. Mais en fait, le Covid, non, c'est un peu, je trouve, un fourre-tout. Et puis, voilà, hein, débrouille-toi avec ça. Mais on n'a pas de suivi. Je me suis sentie très seule et d'avoir un IRM cérébral CEP qui a été fait à Henri Mondor et faut savoir, il y a que 6 machines en France qui permettent de déceler cette maladie. ah ouais, Voilà, ok. donc, il faut vraiment trouver le bon spécialiste qui va pouvoir prescrire cet examen précisément, parce qu'un IRM cérébral, on ne verra pas. J'en avais fait un an avant et on n'avait rien vu du tout. Donc, Oui, et surtout qu'encore une fois, encore faut-il avoir toutes ces étapes et que ce soit interprété aussi par quelqu'un de compétent. Parce que tu vois, quelqu'un qui ne sait pas interpréter forcément, enfin, moi, tu vois, tous les médecins, c'était vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas. Et en fait, c'est de moi-même. J'ai été voir un spécialiste spécialisé à Paris dans les maladies rares, qui fait que voilà, exposer tout ce que je ressentais, tout ce que je vivais. Je dis c'est pas normal, faut trouver maintenant, c'est plus possible, je ne peux plus vivre comme ça. Ça faisait un mois que j'étais en arrêt, j'ai arrêté toutes mes activités physiques. C'est mon métier, je suis indépendante depuis 2011. Ça posait problème là, donc oui, du coup voilà, ouais. ce spécialiste-là qui a pu justement poser des mots sur mes mots. Et au niveau du moral, ça t'a impacté comment? Toutes ces années, justement, C'était très très dur parce que je reconnaissais plus mon corps et puis c'est vrai que tout mon entourage ne me comprenait pas. Au début, c'était t'es en dépression, t'es en burn-out, voilà ce que disait mon médecin, les analyses de sang, tout va bien, donc on sait pas, donc voilà. Donc grosse remise en question, je me suis mise à douter de moi aussi, me dire effectivement c'était dans ma tête, mais non, c'était pas dans ma tête, c'était bien dans mon corps physique et il y avait bien une trace. Mais c'est fou. Moi, tu sais, maintenant, j'arrive à avoir ce recul-là où je me dis justement, quand je vois un peu en arrière et que je repense à, tu vois, à tout ce qu'on traverse, à toutes ces étapes aussi, tu vois, par lesquelles on est obligé de passer malheureusement et de subir et d'enchaîner, tu vois, aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de frustrations. Tu vois, je trouve qu'on est quand même vachement forte et qu'on a quand même passé, tu vois, beaucoup d'étapes. Mais tu vois, en fait, ce que j'aimerais maintenant et ce que je souhaite justement pour les futures patientes, pour les autres générations, etc., tout ce qu'on leur souhaite justement, c'est de ne pas passer par là. Tout ce qu'on essaye de mettre en place, tu vois, de ce qu'on fait, que ce soit au niveau professionnel, tu vois, au niveau de nos engagements, etc., je pense qu'on veut éviter justement que ça arrive à quelqu'un d'autre parce qu'on sait, on sait ce que ça fait de passer par là. De tendre la main, de faire en même temps de la prévention, voilà, d'écouter les autres qui en ont besoin, parce que moi, je me suis vraiment sentie seule, j'avais personne à qui parler, qui était dans mon cas. Et c'est vrai que je développe le podcast, je développe aussi mon Instagram. Et du coup, je rencontre beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui ont le même parcours, plus ou moins. Et puis, c'est beau de voir qu'elles se battent, qu'elles ne se laissent pas aller, elles sont pour de bonnes personnes. Et il y a quelque chose quand même de positif qui en ressort. Bien sûr, et c'est ça le plus important, même si, je sais, c'est un peu trop facile à dire, tu vois, avec du recul.
tu dis, mais attends, parce que sur le moment, tu le ressens pas du tout comme ça, tu vois, c'est tellement un tourbillon. Et honnêtement, même moi, des fois, hein, je le suis encore dans ce tourbillon aussi. Il y a des moments, encore, on en parlait tout à l'heure, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est pas, tu perds rien, tu fais pas des pas en arrière, tu vois. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. J'en ai encore, j'en aurai encore certainement. Mais je vois tout le cheminement que j'ai pu faire depuis les diagnostics. Donc, il y a eu le diagnostic endométriose, adénomiose en décembre 2023. Il y avait aussi le diagnostic de M posé en 2023. Mais moi, tant que le médecin n'avait pas fait l'IRM, TEP, pour moi, il pouvait encore se tromper. Donc, il a bien fait quand j'étais à son cabinet avec les résultats en me disant alors, vous ne croyez pas? Bah non, j'avais pas envie de croire en fait. J'avais pas envie que ma vie soit chamboulée, de me dire que ma vie professionnelle allait certainement prendre un gros tournant. Donc, oui, et ça, on n'en a pas non plus, tu vois, assez parlé, mais c'est aussi une partie aussi très importante par rapport à l'impact que ça a dans le monde professionnel. L'absentéisme, tu vois, le fait, la culpabilité, que si tu t'absentes, après tu dis oh là là, mais voilà, mais maintenant je culpabilise, je me sens pas bien, j'aurais pas dû, est-ce que je suis légitime, est-ce qu'au final j'aurais pu y aller et que je me suis trop écoutée. Enfin, en fait, je trouve qu'on se torture, on s'est torturé pendant, tu vois. Et ça, moi, c'est quelque chose vraiment maintenant que j'essaye de réguler, tu vois, au mieux, parce qu'en fait, ben, si je suis pas bien et que je suis pas en état d'aller au boulot, écoute, c'est comme ça. Ça sert à rien que je me torture encore plus l'esprit à me dire oui, mais je peux pas, oui, mais si, oui, mais ça. Ça sert à rien. Tu vas le payer après. Enfin, moi, personnellement, si je force et que je veux tout donner, mais alors, c'est 10 fois pire après, en fait. Le problème, c'est que tu disais tout à l'heure, tu vois, toi, tu as toujours été quelqu'un, tu vois, de très actif, tu vois, qui bouge beaucoup. Je pense aussi que, tu vois, on fait partie aussi des personnes qui sont très investies aussi dans notre, tu vois, chemin thérapeutique, dans notre prise en charge, tu vois, médicale. On a envie d'être des patientes quand même qui sont actives dans leur prise en charge. Et ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner à toutes les personnes concernées. C'est vraiment de ne pas être passive dans votre prise en charge, de ne pas vivre la fatalité de ce qu'un médecin va vous dire ou d'une remarque qu'on va pouvoir vous faire, etc. Mais c'est vraiment de ne plus justement attendre cette autorité médicale-là pour en faire quelque chose. Ça veut dire que maintenant, il y a plein de moyens qui sont mis en place pour trouver plein d'informations. Rien que regarde ton compte ou mon compte, on peut trouver plein d'infos là-dessus. On a maintenant plein de médias aussi, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. Mais vraiment, le conseil que je donnerais, c'est d'être active et proactive dans sa prise en charge pour pas se sentir Si ouais, on peut se sentir seule, non comprise et on peut subir la situation, subir la maladie. Il ne faut pas oublier que la maladie ne nous définit pas. Ok, elle est là, on doit vivre avec, réadapter certaines choses peut-être dans son quotidien, mais on ne doit pas, on doit faire en sorte qu'on avance malgré tout et de ne pas la subir. Et on a pas mal d'associations aussi d'entraide, des associations qui peuvent informer aussi et ne pas hésiter à contacter. Complètement. Et puis, je pense que, tu vois, c'est quelque chose qu'on ressent. Enfin, tu vas me dire si c'est pareil pour toi, mais moi, tu vois, typiquement, d'en parler avec quelqu'un qui comprend et à qui j'ai pas besoin, tu vois, de tout expliquer, de tout justifier, tu vois, de tout remettre à une certaine échelle, tu vois, et de dire, mais oui, non, mais vraiment, je te promets, vraiment, j'ai ces douleurs. Tu vois, là, par exemple, on n'en doute pas du tout. Tu vois, quand tu dis, par exemple, les douleurs de fibro, tu te reconnais totalement. C'est qu'à aucun moment donné, tu doutes de ce que je suis en train de te dire. Comme moi, à aucun moment donné, les douleurs que tu décris, tu vois, pour moi, c'est tellement sensé, c'est tellement logique. Et ça apporte aussi ce côté d'appartenance aussi et de soutien autour de soi. C'est que justement, en parler avec des personnes qui ressentent, qui vivent la même chose et qui savent l'impact que ça peut avoir. On n'en a pas parlé non plus, mais par exemple, l'impact que ça a sur un couple, la maladie. C'est aussi un sacré challenge, hein. Franchement, tu vois, on parle. Enfin voilà, ça c'est aussi. Il y a plein d'aspects. On pourrait en parler pendant je sais pas combien de temps, mais c'est vrai que c'est important de prendre en considération que on doit prendre tout ça dans son entièreté, pas vraiment dans sa globalité et de se dire ah ben oui c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, malheureusement c'est une endométriose qu'il faut prendre avec toutes ses facettes, avec tous ses facteurs aussi, et avec tous ces mondes en fait un peu différents qui sont impactés par ça. C'est ça. Et je pense que s'entourer de personnes qui vivent la même chose, ça peut être aussi
intéressant ou bénéfique parce qu'on échange, on va se sentir comprise, soutenue, on va se sentir appartenir à une communauté, à un petit groupe et ça peut permettre d'avancer, d'aider, de poser des mots sur des mots. Voilà, je trouve que ça a été très important, en tout cas pour moi, de m'entourer de personnes qui disaient la même chose et de pouvoir échanger avec eux. Et je pense que s'aider aussi, on s'aide en aidant les autres. Et c'est aussi pour ça, par exemple, qu'on a aussi nos engagements, tu vois, respectifs et qu'on a envie justement de faire de la prévention, de la sensibilisation. C'est parce qu'au final, de venir en aide justement aux futures générations pour éviter ce que nous, on a vécu, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi une forme justement d'évolution. Et puis on se dit, les choses, elles bougent, elles restent pas figées. Ça veut dire que ce sera pas pareil tout le temps pour tout le monde. C'est pas une fatalité. Et moi, c'est ça qui me rassure beaucoup, en tout cas. C'est important de rebondir et voilà, ça bouge tout le temps, ça peut que évoluer. Est-ce que tu as envie de parler peut-être de quelque chose d'autre qu'on n'a pas parlé encore pour le moment? Moi, je dirais qu'en ce moment, je trouve que je suis moi beaucoup dans la phase, tu sais, par rapport à l'endométriose et l'adénomiose, souvent on nous parle aussi de grossesse, tu vois, de maternité, par rapport justement pour calmer les symptômes, etc. Moi, je suis dans la phase où, de toute façon, la prochaine étape, ce sera une hystérectomie pour mon adénomiose. On sait que l'endométriose, ça aidera pas à ce niveau-là, parce qu'une hystérectomie n'aide pas pour une endométriose. Mais par contre, pour l'adénomiose, ça peut quand même soulager beaucoup de symptômes et quand même impacter la qualité de vie. Et donc, du coup, moi, maintenant, je suis un peu dans ce stade-là où on me met un peu, tu vois, on me rapproche la montre, tu vois, devant les yeux, et puis on me dit, oh, le temps, il passe, la trentaine, elle est passée, à 35 ans, il y a la fertilité qui baisse, etc. Donc, tu vois, je ne connaissais pas encore ce volet-là, tu vois, dans le monde de l'endométriose. C'est quelque chose que je mettais sous le tapis depuis des années. Je me suis dit, mais j'ai tellement le temps que je suis tranquille. Et donc, du coup, c'est une nouvelle facette, moi, de l'endométriose que je vis en ce moment. Donc, c'est pas forcément la période la plus cool. C'est pas l'étape la plus sympa à passer. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, j'avais pas du tout conscience de ça parce qu'à chaque fois, tu vois, qu'on parlait de ça, je regardais les messages, je disais oui. Vous allez vraiment me dire que tomber enceinte, ça va mettre en pause des symptômes, genre ça va guérir mon endo de tomber enceinte, je n'y crois toujours pas. Moi, personnellement, ma sage-femme que j'ai consultée, elle me dit bon, faut pas tarder quand même, hein, parce que l'heure elle tourne, et puis ça n'a pas atteint encore les ovaires, donc c'est bon pour le moment. Sachant que j'ai eu une première fille que j'ai eue naturellement et j'ai pas eu de problème. Mais par contre, au niveau des douleurs, elle m'a dit ça ne va pas enlever vos douleurs. Hein. Elle m'a dit voilà, il y aura des douleurs. Ouais. Au niveau endométriose, tu dis. Au niveau de l'endométriose. Donc, oui. Et dans tous les cas, je veux dire, le problème, c'est que tes douleurs, elles sont déjà présentes, elles sont déjà installées, tu vois, depuis longtemps. Donc, il y a aussi justement cette chronicité qui s'est installée au fur et à mesure du temps et justement qui n'est plus, ou c'est plus des douleurs isolées, tu vois, ou des douleurs en pic, mais qu'à un moment donné, c'est vraiment des douleurs chroniques associées depuis longtemps, qui ont eu le temps de s'installer, de grandir, de s'amplifier. Et donc, du coup, tu vois, c'est trop tard par rapport à l'endométriose. De toute façon, tu as déjà eu des... En même temps, si j'ai des douleurs, d'un côté, quand j'ai eu ma première grossesse, j'en ai eu des douleurs. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, ok, je fais un lien maintenant. Je comprends pourquoi j'ai autant souffert pendant ma grossesse, que j'ai eu un été très contractile, que j'avais du mal à marcher, que j'avais super mal au dos. Et en fait, tous les symptômes que j'avais pendant la grossesse, je les ai maintenant, en fait. Et ça, je n'ai pas souhaité reprendre la pilule. C'était mon choix. Et en fait, ça a été crescendo tous les mois et je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais en fait, c'était bien. Et puis là, les symptômes que tu décris, c'est très adénomiose aussi. Hein. Tu vois, cette sensation de lourdeur, de poids, tu sais, moi, je ne sais pas si tu as ça des fois, mais moi, ça me le fait. Tu sais, cette sensation où, limite, on me dirait que je fais une descente d'organes, ça ne m'étonnerait pas. Oui. Des fois, j'ai des douleurs, j'ai l'impression que je vais réaccoucher. Ah oui, c'est extérieurement que je n'étais pas enceinte. Des fois, je me dis, mais je vais accoucher, en fait. Je ne peux plus. Je me tiens là à la table, je suis debout et je me mets en préparation et je me dis, mais c'est horrible. Non, en plus, je vois tellement, mais tu sais, tellement avec les décharges électriques qui prennent en plus, tu sais, jusqu'au rectum en même temps. Enfin, genre, non.
Horrible. Parfait. Horrible. Mais tu vois, voilà, cette phase-là où on te dit, mais vous allez voir, ça va vous soulager, etc. Alors, il y a plusieurs cas. Moi, je connais par exemple ma sœur. Elle a été diagnostiquée de son endométriose après sa deuxième césarienne, si je te dis pas de bêtises, alors qu'elle avait des symptômes depuis toujours, etc. Mais comme elle a eu des grossesses rapprochées, elle a eu quand même, tu vois, comme elle avait jamais, en fait, forcément, sa rechute d'hormones, en fait, tu vois, à chaque fois, etc., qui était énorme, elle retombait vraiment enceinte très, très rapidement à chaque fois. Elle a été assez soulagée à chaque fois entre. Mais là, elle me dit, là, elle est enceinte du dernier, elle me dit, non, mais attends, après, là, juste après, je sais que j'ai pas de rebond, je sais qu'il n'y a pas de trampoline, tu vois, qui m'attend après. J'en connais qui ont beaucoup de douleurs pendant leur grossesse, comme toi, de ce que tu décris. T'en as qui vont te dire effectivement ça les a soulagées et puis au final après l'accouchement une fois qu'elles ont eu leur retour de couche etc d'avoir leurs premières règles c'est là où ça a été vraiment atroce. Je pense que chaque femme est différente. On peut pas garantir à une femme qu'elle n'aura pas de douleur. Je pense que ça dépend vraiment au cas par cas. Et si elles n'ont pas de douleur, tant mieux. Mais je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais tu vois cette pression bébé tu vois autour de l'endométriose je comprends pourquoi ça pèse en fait et pourquoi à chaque fois je voyais les filles râler, tu sais, les premières années où je commençais à être sur les groupes de soutien, Facebook, etc., où il n'y avait pas encore Instagram, genre maintenant je comprends pourquoi ça prend la tête en fait. Parce que eux, ils te mettent la pression. Non, parce que en gros, je te la fais courte pour que tu comprennes pourquoi ils me mettent la pression. Donc endométriose, adénomiose, 32 ans, bientôt 33. Ça veut dire que techniquement, dans 2 ans, j'ai ma fertilité qui baisse à 50%. Déjà opéré 3 fois, donc ils m'ont clairement dit que là, on n'allait pas réopérer pour l'endométriose. Si un projet à moyen terme, tu vois, ce serait dans tous les cas l'hystérectomie parce que même moi, la dernière fois, mon spécialiste, il m'a dit, mais vous voyez tenir comme ça encore combien de temps? Parce que je peux te dire que la dernière fois que j'ai eu mes règles, ah non, mais écoute, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, mais je me sentais partir, hein. Vraiment, je me suis dit, je pense un jour de règles de plus et puis je n'ai plus une goutte de mon sang, tu vois, dans mon corps, c'est... Mais tu vois, mon spécialiste, il m'a clairement dit, mais écoutez, la prochaine étape, ce sera l'hystérectomie parce que même votre utérus, il est devenu trop cicatriciel. À force d'opérer, ben, la vessie aussi, les organes qui sont autour aussi. Enfin, il y a tout un schéma, de toute façon, où tu as le tissu cicatriciel qui s'ajoute aussi. Donc, ça rajoute de la fibrose. Enfin, c'est un cercle vicieux aussi. Et donc, du coup, quand il me dit, bah, on se reverra après pour l'hystérectomie la prochaine fois. Je lui dis, bah, ok, d'accord, donc on se revoit à la quarantaine, quoi. Tu vois, moi, pour moi, j'avais jusqu'à la quarantaine, normal. Et voilà, je me dis, mais la quarantaine, je me dis, mais vous avez 32. Je dis, ah ben oui, ça laisse 7-8 ans devant moi, et la quarantaine, hystérectomie. Je me dis, non, mais moi, je pensais quand même à quelque chose de plus court à moyen terme, quand même, parce que pour moi, vous n'avez pas autant de temps. Donc, tu vois, moi, au niveau de mon adénomiose, j'ai quand même une dégradation, tu vois, au niveau utérine. Mais moi, ça, je l'avais déjà à l'âge de 9 ans, j'avais déjà un utérus de stade 3 à 9 ans. Tu vois, il était déjà très globuleux, tu sais, très déformé, comme si j'avais eu plusieurs grossesses, alors que bon, bah, j'avais 9 ans, quoi, tu vois. Et donc, si tu veux, bah, voilà, je viens d'apprendre maintenant, en fait, que le temps manquait un peu et qu'il fallait se décider. Donc, mais tu vois, ça, c'est quelque chose, pareil, où j'ai l'impression que, à part si tu as un projet bébé, tu vois, et où vraiment tu es dans le sujet du truc, c'est quelque chose que tu n'entends pas forcément parler autour de toi dans ce parcours de l'endo non plus. À part si tu es vraiment dans un parcours PMA, quand tu as déjà pris ta décision, quand tu sais que tu veux un enfant, tu vois. Ta décision, tu te dis j'ai encore du temps, je me laisse vivre, et que le médecin en face de toi te dit bah ça tourne quoi, faut peut-être y penser. Ouais. Bah, et que nous on sait pas trop quoi répondre parce qu'on se dit oui j'y songeais mais pas trop maintenant, j'ai pas envie maintenant tout de suite, j'ai pas forcément le bon partenaire, je suis aussi peut-être célibataire. Enfin, il y a un parcours en fait et chaque femme est différente et des fois je trouve ça violent en fait des médecins parce que ça rentre vraiment dans l'intimité et je pense que les personnels qui doivent annoncer, parce que je pense qu'il faut dire les choses aussi, prévenir les femmes, ben, ils devraient trouver peut-être les bons mots en fait. Pas dire tourne, il faudrait peut-être s'y mettre parce que sinon ce sera trop tard. Je trouve ça, comme discours, c'est violent. Psychologiquement, tu rentres le moral miné et tu te dis, bon, bah, voilà. Et je trouve que bizarrement, ça biaise quand même dans ta projection sur la maternité. Parce que du coup, quand tu arrives par exemple un peu au point là où je suis, tu dis, mais attends, pendant des années, on a médicalisé mon corps. J'ai pris tous les médicaments qu'on m'a demandé de prendre. J'ai pris toutes les hormones
tu vois, qu'on a pu essayer. À chaque fois qu'on me proposait quelque chose, j'ai toujours dit oui. Tous les examens gynéco, tous les trucs, enfin, tout ce qu'on m'a proposé, même pour les douleurs, j'ai toujours accepté, etc. Et là, là, tu es en train de me dire, là, maintenant, que du coup, c'était tellement pas ma priorité pendant je sais pas combien de temps et que j'étais pas prête non plus, mais j'avais pas non plus vu le temps passer en corrélation avec l'évolution de la maladie sur le peu de laps de temps. Tu vois, parce qu'au final, entre ma première opération et maintenant, ben, il y a 8 ans de laps de temps. Tu vois, mais moi, à 8 ans, j'étais encore dans la vingtaine, mais moi, pour moi, j'avais le temps, tu vois. Alors que, mais du coup, je trouve que c'est, tu vois, une étape aussi. Alors, du coup, j'ai pris une décision, c'est que j'ai demandé, en fait, je vais voir une psy spécialisée en justement maternité, périnatalité, tu vois, tous ces sujets un peu deuil parental, tu vois, un peu tout ça sur les réflexions autour de la maternité, etc. Parce que du coup, bah, ça me travaille tellement, mais d'un côté, je vais pas faire un bébé demain. D'un autre côté, je sais que j'ai que aller 2 ans à tout casser devant moi. Et en plus, bon, quand on m'a dit ça, il m'a dit en plus, oui, enfin 2 ans, dans les 2 ans, on compte le temps de concevoir aussi. Ah, donc au final, il faut que je m'y mette demain, quoi, tu vois. Parce que quand tu as fait 20 ans, tu vois, de ménopause artificielle, déjà, le temps de retrouver un cycle rapidement, ça peut mettre du temps à s'installer. Si en plus, tu comptes le fait de retrouver des ovulations, tu vois, qui sont correctes, etc. Enfin, moi, j'y connais rien dans tout ça. Je m'y mettrai quand je serai en projet bébé. J'ai pas envie, tu vois, je suis pas encore dans ces délires, je comprends rien aux bandelettes, tu sais, ni rien. Mais ça fait quand même réfléchir parce que tu dis, bah, le temps, il est passé super vite. J'ai pas vu le temps passer par rapport au laps d'années, en fait, et l'évolution de la maladie aussi. Et en fait, tu vois, quand tu te prends dans la tête qu'un spécialiste te dit, mais en fait, là, on peut plus trop faire d'année en année. On peut plus trop voir au fur et à mesure. Là, il faut un projet, il faut avoir un plan par rapport à la maladie. Et là, tu dis, j'ai dépassé ce stade-là. Ok, je suis passée à cette étape-là. J'avais pas encore conscience, quoi. Donc, mais c'est une étape de plus. Oui, c'est une étape aussi en plus. Tout à fait, je suis bien d'accord. Et C'est pas aussi pour en discuter aussi avec son entourage, avec le personnel, se faire peut-être accompagner par aussi une psychologue justement pour aider, poser des mots aussi sur ces choses-là. Je trouve que c'est important de ne pas se sentir. J'ai dit à la gynéco, j'ai pas envie de me retrouver le jour où je suis prête, que je viens pour arrêter ma pilule, que je viens avec un test de grossesse positif. J'ai pas envie que tout me revienne en pleine face et que j'ai plein d'insécurités. Moi, j'ai aussi beaucoup d'insécurités liées à la maternité par rapport à la maladie. Je me dis, il y a des jours, j'ai du mal à aller jusqu'aux toilettes. Il y a des jours, j'ai du mal à poser un pied par terre. Il y a des jours où je suis obligée de faire des balades courtes à mon chien parce que je suis au bord du malaise ou quoi que ce soit. Il y a des jours où je galère à m'occuper de moi-même. Comment est-ce que je vais pouvoir m'occuper d'un enfant? Et ça peut aller loin, tu vois, c'est de se dire, et si j'ai une fille, ça veut dire que sûrement elle aura l'endo à cause de moi. Donc ça veut dire que je culpabilise déjà d'un truc qui s'est même pas encore produit. Tu vois, genre c'est une torture en fait constante. Et c'est ce que j'expliquais justement à la psy. Je lui disais, c'est ça qui est fatigant en fait, parce que je vois toutes les possibilités, je vois un peu les portes devant moi, mais je vois que de toute façon, il y aura toujours quelque chose enfin, il y aura toujours un impact en fait. Je veux dire, j'aurai toujours une angoisse pour quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va m'inquiéter, j'aurai toujours une peur quelque part, j'aurai toujours parce que je pense que aussi quand on parle d'angoisse dans le cadre de la maladie, c'est souvent une conséquence. Souvent, c'est pas une cause. L'angoisse, c'est vraiment une conséquence des années d'inquiétude, d'interrogation, où t'attends pendant 1 an pour revoir ton spécialiste, t'as 10 000 questions à lui poser, mais t'es tellement intimidé quand t'arrives dedans, où t'as tellement de trucs qui se mélangent que t'oublies. C'est ça, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions parce que il y a la maladie qui est là, on doit vivre déjà nous avec et faire avec au quotidien. Et c'est vrai qu'on a peut-être envie d'un bébé, on se dit mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour assurer? Alors c'est vrai que moi, étant déjà maman, je trouve des forces des fois insoupçonnées, mais des fois je ne peux pas trouver cette force-là. Je suis obligée de me faire aider par mon entourage, par mon conjoint, par ma maman. Et c'est vrai que les personnes qui n'ont pas d'entourage et qui ont envie de maternité, c'est voilà, il faut se faire accompagner. Je pense qu'il y a des choses à mettre en place et que tout ce côté-là est à développer aujourd'hui. Complètement. Et que pareil, ouais, faut se faire accompagner. Et encore une fois, penser pouvoir tout gérer toute seule,
Alors, dans l'idée, c'est génial. Hein. Dans l'idée, on a galéré pendant tellement d'années, on a été indépendante sur tellement de points pendant tellement de temps que on peut se débrouiller toute seule. C'est pas un souci. Mais je pense que l'évolution et le fait de grandir aussi dans l'apprentissage de la maladie, c'est d'apprendre qu'il n'y a pas de honte à demander un coup de main, en fait. Il n'y a rien de rabaissant, il n'y a rien, tu vois. Au contraire, demander de l'aide, c'est ça qui montre que justement, tu es assez mature pour dire, ben là, je suis pas en capacité, genre, de le faire toute seule ou j'ai pas envie de le faire toute seule. Moi, je sais que c'est important de pouvoir le dire et l'accepter aussi. C'est pas facile d'accepter qu'il y a des choses que, bah non, je ne peux pas aujourd'hui, je n'y arriverai pas, j'ai besoin que tu m'aides, en fait. Et c'est pas facile. Et je pense que c'est souvent la manière dont ça va être reçu après qui fait que ben soit on sera assez à l'aise pour redemander de l'aide et pour ressonner la sonnette d'alarme quand on en aura besoin. Et c'est ça aussi qui fait que je pense que de plus en plus on arrivera à faire confiance et peut-être à lâcher prise un peu, au moins sur le fait de pas tout le temps tout garder pour nous et penser que on doit être sur tous les fronts, à tout pouvoir gérer toute seule, parce que la réalité, hein? On n'est pas surhumain, on n'a pas des super pouvoirs, on peut pas tout le temps être au top, voilà. Et encore une fois, on fait de notre mieux. Et moi, c'est ce que j'ai fini par me dire. Je fais de mon mieux et c'est déjà énorme. Et franchement, voilà. Est-ce que tu as envie de parler d'autre chose avant qu'on puisse terminer cette petite interview? Écoute, là, comme ça, je vois pas d'autres trucs. Je sais pas si tu penses à quelque chose. Je sais pas si tu penses à quelque chose, toi. Spécialement, c'est toi, s'il y a quelque chose qui te revient au dernier moment ou pas du tout? Bon, on a quand même abordé pas mal de sujets. Hein. On a fait. Ça durera beaucoup plus longtemps que prévu, mais il y a pas de choses Désolée. Non, il y a pas de... Mais je pense non qu'on a quand même abordé. Moi, je pense que ce qui est vraiment important à retenir, c'est de s'entourer de bons professionnels de santé. Qu'une fois qu'on trouve un bon médecin, tout le reste va suivre autour et qu'il faut aussi, je sais qu'on a perdu beaucoup de confiance aux équipes médicales. Je sais qu'il y a un fossé énorme entre les soignants et les patients. Et ça, c'est aussi mon combat de tous les jours, que ce soit au boulot ou même sur les réseaux, quoi que ce soit. Je pense que c'est très important justement de recréer ce lien en fait entre les deux parties. Et qu'il faut aussi réapprendre à faire confiance aux équipes médicales, que même si on a eu des déceptions, qu'on a eu des chocs émotionnels, qu'on a été traumatisé par certaines choses, tout le monde n'est pas pareil et on peut vraiment tomber sur des bons médecins, surtout que les jeunes maintenant ils vont être de plus en plus formés aussi. Donc je pense qu'il faut quand même essayer de retrouver un minimum ce sentiment d'avoir envie de refaire confiance, s'entourer, demander de l'aide. Et surtout de s'écouter et de pas s'isoler et de penser que vous êtes toute seule, parce qu'au final on est la preuve, rien que là pendant cet échange, c'est qu'aucune de nous deux n'est toute seule dans ce qu'elle vit au final. Parfait. Donc je dirais que c'est ça les points les plus importants. Je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, merci pour ton temps, Sarah. Merci à toi, c'est super. On échange et puis à bientôt. Avec grand plaisir. Merci en tout cas. Au revoir, à bientôt.